Bonsoir François. Bonsoir Jean-Denis. Vraiment content de te retrouver, François, après pratiquement 3 mois où tu étais à Bordeaux, pas pour des vacances, tu étais en prison. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir sur le plateau de Théovox Actualité pour venir nous parler. Tu es sorti de prison le 9 mai. Oui. Et juste avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet avec les questions que j'ai pour toi, j'aimerais qu'on puisse te faire revivre l'accueil incroyable que tu as reçu quand tu es sorti de prison. On regarde ça à l'instant. On attend avec impatience. Mais non. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien. J'ai été émerveillé déjà pour vous dire par les lettres que j'ai reçues. Ça a été vraiment un très grand encouragement et c'était un ordre que je ne dois pas lâcher. Parce que, écoutez, c'était un ordre que vous me donniez de rester droit dans la vérité. Il n'était pas question. Aujourd'hui, le juge m'a dit que je reste dans telle adresse. Je lui ai donné mon adresse. Il m'a dit que tu restes là et tout. Ce n'était pas des conditions que je veux dire contraignantes. Je dois revenir au procès. Donc, mais il n'était pas question que je signe quelque chose qui m'empêche de continuer à manifester, continuer à être dans On vient de voir des images quand tu es sorti de prison, François. Quelle est l'émotion qui t'habite quand tu vois l'accueil que tous ces gens-là t'ont réservé? Je les vois pour la première fois parce que j'ai vécu l'événement, Ouais. donc je n'ai pas eu le temps depuis là de revoir les images. Je les vois et écoute, j'ai été très ému et très touché déjà depuis le fait quand j'étais en prison, les lettres que je recevais et tout. Et puis le fait de voir qu'il y a des gens qui assistaient au procès, c'était aussi un encouragement. Ça montrait vraiment que les gens comprenaient ce qui est en train de se passer et je comprenais que je n'étais pas seul. Et puis en sortant là, en voyant toutes ces personnes qui sont venues vraiment me soutenir et qui m'ont accueilli, c'était vraiment incroyable. Et puis j'étais très ému, très touché et j'ai compris que nous sommes nombreux à savoir ce qui se passe. Et j'ai été très encouragé, très fortifié dans le combat par ça. Rempli d'émotions et puis de force. Évidemment. Tu n'en étais pas à ta première visite en prison. Oui, Tu as été incarcéré le 16 janvier dernier. oui. C'était sous quel motif cette fois-ci? On m'avait donné une condition de ne pas être à 300 mètres de François Legault. Et cette condition m'avait été donnée le 12 novembre 2021. Parce que François Legault avait une rencontre avec des hommes d'affaires à Shawinigan et j'avais appris, il n'avait pas donné le lieu. On a fait quelques fouilles et on a réussi à se retrouver là-bas, on était 3. Et on s'est introduit dans la salle et j'ai essayé d'être proche de François Legault pour lui poser une question. C'était juste ça. Parce que
à mon avis, je me dis que c'est normal qu'on confronte les politiciens, pas pour être violent, non, pas du tout. Pas même pour être insolent, non. Juste pour leur poser des questions, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, j'ai été stoppé par les policiers et puis il y a des images qui montrent très bien que je me suis tenu normalement, mais les policiers m'ont arrêté et ils m'ont accusé pour entrave à la police. Et j'ai passé 3 heures au poste de police et ils m'ont donné ce jour-là la condition de ne pas être à 300 mètres de Legault. Ça fait donc que le 16 janvier, le Legault devait être à Tout le monde en parle. Et nous avons donc organisé une manifestation qui devait être comme un comité d'accueil, toujours dans la même optique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il sache que ce qu'il fait, le peuple n'est pas d'accord. Et puis les policiers m'ont repéré là et ils ont dit que j'ai brisé ma condition. Ils m'ont arrêté dans le 16 janvier pour ça. Tu as décidé de te représenter seul, c'est-à-dire sans avocat. Oui. Pourquoi? Depuis que la crise du Covid a commencé, je n'ai pas eu l'impression que les avocats pouvaient faire quelque chose pour nous. Déjà parce que quand tu as un problème, je ne sais pas, tu as été victime d'une injustice, tu peux avoir un avocat pour que l'avocat te défende. L'avocat n'est pas victime comme toi. Mais ici, les avocats comme nous ont été confinés, les avocats comme nous ont été privés des libertés. Il y a des violations flagrantes des droits et libertés. Je ne suis même pas un spécialiste de droit, mais je peux lire des articles simples qui sont contre la discrimination, qui sont contre des traitements expérimentaux. Mais j'imagine qu'un avocat peut voir ça mieux que moi. Les avocats comme moi, ça c'est aller même plus loin, c'est-à-dire qu'une rentrée de juges et d'avocats qui doivent être absolument vaccinés. Quand je vois tout ça, je me dis, soit tous les avocats sont d'accord, c'est-à-dire que ça ne les gêne pas, donc ils ne voient pas la nécessité de... Soit alors, il y a des avocats et des juges qui ne sont pas d'accord, ils ne peuvent donc rien faire. Parce que je me dis, il y a ce premier, c'est un peu comme les gens qui parlent de paris sportifs, c'est-à-dire je dis, je peux te faire gagner les millions, mais écoute, si je suis tel spécialiste, j'en gagne d'abord pour moi-même. Donc ça, c'est ce premier point-là qui, personnellement, m'a gêné. J'ai eu aussi à avoir affaire à des avocats. Par exemple, chaque fois qu'on m'arrêtait lors d'un couvre-feu, des choses comme ça, on me disait que j'ai le droit de consulter un avocat. Je disais toujours, je n'ai pas besoin parce que je ne voyais pas. Mais une fois, j'ai accepté. J'ai appelé un avocat, mais je me suis rendu compte que l'avocat me disait ce que je savais. On t'a arrêté parce que c'est le couvre-feu, on va te libérer demain à 5 heures et tu auras une contravention de 1 500 $. Je me disais, j'attendais quelque chose d'un peu plus, qu'il allait essayer de me défendre. Et puis j'ai vu d'autres procès qui avaient été faits, par exemple, par des organisations comme la Fondation, des procès qui ont été faits par le maître Rocco Galati et d'autres choses, qui étaient renvoyés et tout. Mais je me rendais compte que, les juges ne veulent pas comme se mouiller, ne veulent pas toucher à ce sujet. Et l'une des dernières choses même encore, c'est-à-dire pour moi, c'est l'une des choses qui m'a même fait rire, même si on ne doit pas rire de ça, c'est que le 15 octobre, le gouvernement avait dit que les infirmiers qui ne sont pas vaccinés, le personnel médical, devaient être renvoyés sans solde. Non, pas en congé sans solde, parce qu'ils ont été plus cyniques. Parce que s'ils renvoyaient, ils devaient avoir, mais en congé sans solde, c'est encore plus cynique. Mais sauf qu'à la veille, ils ont reculé parce qu'il y avait beaucoup d'infirmiers qui n'étaient pas vaccinés. Exact. Les renvoyés devaient être détruits. Mais sauf qu'ils ont renvoyé à une autre date, au 15 novembre. Mais il y a l'avocate Manolé qui a décidé de défendre. Sauf que ce que le juge a dit, c'est qu'il va donner son verdict le 15 novembre. Le 15 novembre, c'était la date que le gouvernement avait repoussé. Ce jour-là, les gens devaient être renvoyés en congé sans solde. Et le personnel médical voit les juges avec l'avocate pour dire, mais là, on se rend compte que le juge met à cette date-là. Ça me montre que ce juge-là ne voulait pas prendre une décision qui allait à l'encontre du gouvernement. Parce que c'est tellement évident que des gens ont été embauchés sans des conditions et en cours de route, on leur impose des conditions sans présenter suffisamment de preuves. Donc ça me montrait directement que d'un côté, je n'ai pas l'impression qu'un avocat peut faire quelque chose pour nous sortir de la situation actuelle. As-tu perdu confiance en notre système juridique? En ce qui concerne le COVID, je ne pense pas qu'un juge peut se prononcer sans prendre des risques.
parce que c'est vraiment comme un sujet... oui, je pense qu'un juge ne peut pas avoir... Puis, il y a eu une rentrée des juges et tous les juges devaient être vaccinés en septembre. Je crois que c'était le 17 septembre. Aucun juge ne s'est interposé. Ouais. Et la plupart disent que oui, je ne m'oppose pas à la pandémie, c'est cela, il y a une pandémie mondiale et tout. Ça me montre qu'il y a des questions qu'on ne peut pas toucher. Et le COVID en est une actuellement. Aurais-tu eu l'impression de, le terme est peut-être un peu fort, mais prostituer tes convictions si tu t'étais fait représenter par un avocat injecté alors que toi, tu es contre l'injection? C'est vrai que ce n'était pas là le problème. Mon premier problème, c'était surtout que j'étais convaincu que ça ne servait à rien. Ça devait créer des dépenses inutiles, dont je ne voulais pas. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui m'ont dit prends un avocat. Je ne voulais pas parce que les premières fois que j'apparais sans avocat. Et après, plusieurs personnes ont tellement insisté. Et il y a par exemple Rima qui a réussi à me contacter à la prison et qui m'a dit, j'ai dit que non, je ne veux pas d'avocat. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont réussi à mettre en contact avec un avocat. J'ai fini par accepter parce que je me suis dit, OK, voilà, je vois des gens qui ont une bonne volonté. Ils disent qu'ils vont me donner un avocat, que je ne pense pas à la dépense et tout. J'ai quand même dit, OK, je vais accepter. J'ai accepté, mais une chose qui s'est quand même passée, c'est que le 2 mars, j'ai eu un procès par rapport à la chose pour laquelle j'étais accusé et emprisonné. Ouais. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que, en fait, mon avocat n'a même pas eu à plaider. Parce que le procureur et le juge, le procureur est venu dire qu'il ne peut pas dire hors de tout doute raisonnable que j'ai brisé ma condition. Et le juge s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, mais ce qui est encore important, c'est qu'avant que le procès ne commence, l'avocat a dit le procureur a dit une chose. Il a dit qu'il voulait qu'on modifie parce qu'il y a une... dans l'accusation que le procureur avait déposée, je crois, dans mon enquête de remise en liberté, il avait écrit que je ne devais pas me trouver à 300 mètres de Legault. Sauf que dans le document qui m'avait été remis à Shawinigan, c'était écrit que je ne devais pas pénétrer à moins de 300 mètres de Legault. Le 21 janvier, j'avais eu une enquête de remise en liberté. Mais avant même le 21 janvier, le 16, quand les policiers, nous sommes autour de Radio-Canada, quand les policiers s'approchent, j'ai dit aux policiers que je suis ici avant Legault. Je suis là. J'ai dit aux policiers, ça, vous ne devez pas m'arrêter. Je suis là avant lui. Ils m'ont arrêté. Quand maintenant on fait l'enquête de remise en liberté, il y a eu de longues discussions. Et après, j'ai pris le document. J'ai dit au juge que c'est écrit que je ne dois pas pénétrer. Mais j'étais là avant Legault. Le juge a directement dit que ton point est bon. Ça va être utile pour la remise en liberté. Mais le 24, quand il a décidé de me détenir, il a dit que je fais une interprétation étroite de ma condition. Et c'est sur le même point que le 2 mars, on m'acquitte. Ça, mon avocat n'a même pas eu à plaider ce jour-là. Parce que le procès s'est passé rapidement et le procureur est carrément comme venu déposer des charges. Ça m'a encore montré, je me suis dit, si le juge du 24 avait eu suffisamment de courage, c'est le même qui le 21 a dit que c'est un bon point. Et même la procureure ce jour-là avait réalisé que, ah oui, je n'ai pas... C'était le même juge? Ce n'était pas le même juge. C'était pas le même juge. Ce n'était pas le même juge. Ça montre que c'était évident là. Ouais. Même la procureure avait remarqué. Ouais. Donc, sur ce mot-là, ça montrait que la condition n'avait pas été brisée. Pour moi, et puis l'autre problème, ça c'est... Je le dis un peu parce que nous ne sommes pas dans une situation où il y a comme une ou deux personnes qui ont un problème, mais les avocats sont avec nous. Donc, l'autre fait de tarifer chaque minute et chaque heure, moi je me dis nous sommes dans un combat et ce serait important quand même qu'une personne soit dans le combat. Une personne peut, par exemple, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que quand Mano défendait les infirmières, c'était juste, les gens pouvaient lui donner ce qu'il voulait, mais elle les défendait. Nous sommes dans une forte agression et s'il faut commencer à tarifer les heures et tout ça, je pense que ça pose un problème. Il faut vraiment qu'on sorte de cette situation. C'est pour ça que moi, personnellement, la foi au système judiciaire a été fortement ébranlée par ça. Et je n'ai pas vu que les avocats étaient vraiment capables de
de se tenir. Sinon, ils auraient... Et si les avocats pouvaient résoudre le problème, moi, j'aurais gardé mon emploi. J'aurais même... Le sacrifice que je pouvais même faire, je pouvais dire que j'investis 50% de mon revenu pour qu'on mette les avocats et résolvent le problème. Mais ça s'étire, ça ne se résout pas. Et il n'y a pas suffisamment de courage de la part des juges pour vraiment se lancer dans cette affaire. Qu'est-ce qui a été différent cette fois-ci en prison, contrairement à toutes les fois précédentes? Les autres fois, c'était assez court. J'ai déjà été en prison. La première fois, c'était en juillet. C'était à Saint-Jérôme. J'avais fait, je crois, 2 ou 3 jours. Ensuite, à Bordeaux, en fin septembre, j'avais fait 7 jours. Et puis, j'ai été aussi en prison à Trois-Rivières. J'avais fait, je crois, 3 ou 4 jours. La première chose qui était différente, c'était que c'était plus long. Ouais. Et l'autre chose, c'est que quand j'étais en prison la dernière fois à Bordeaux, j'étais resté dans l'isolement. Tu dois rester 10 jours. J'avais fait 7 jours, donc je n'étais pas sorti. Cette fois-ci, j'avais été en contact avec les autres prisonniers. Même si j'ai fait dans les 113 jours que j'ai fait à peu près 36 jours d'isolement où j'étais tout seul dans ma cellule. Donc, ça fait que j'ai quand même passé plus de 3 mois. C'était long, il y avait beaucoup de temps de réflexion personnelle. J'imagine. Il y avait beaucoup de défis liés au fait que chaque fois que tu dois te déplacer dans les sections de la cellule, il faut que tu portes le masque. C'est ce qu'on demande, donc je refusais. On me mettait les menottes. Je dois signaler qu'il y a peut-être 2 ou 3 occasions. Ça, c'est quand même important de signaler. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, d'agents de la prison qui sont de notre côté. Donc, ils comprennent ce qui est en train de se passer. Certains... donc, il y a à 2 ou 3 occasions des agents qui me disaient « François, je suis avec toi, je te comprends. Marche juste ici ou là, je vais te mettre le masque. Garde juste le masque. Je suis avec toi, s'il te plaît. » et tout. À 2 ou 3 reprises, je me suis dit « Ok, j'ai marché parce qu'il fallait peut-être aller d'une salle à l'autre. » Parce qu'ils me disaient « Je n'ai pas envie de te mettre les menottes. » Parce que c'était ça la procédure puisque je refusais. Mais à un moment donné, je me suis dit « Non, parce que je pense qu'il faut se mouiller aussi. Si tu es de mon côté, laisse-moi marcher sans masque. Laisse-moi marcher sans masque. » Et il y a des agents qui m'ont laissé marcher. J'ai marché parfois des grandes sans masque dans la prison. Ouais. Donc, il y avait ce défi-là. Et puis, le fait que tu es longtemps en prison, la qualité de la nourriture. Ça, c'est que j'ai fait dans une cellule où j'ai été en isolement pendant 10 jours, puisque tu as tes toilettes dans ta cellule, c'est à l'intérieur. Au-dessus des toilettes, il y a beaucoup de détenus qui écrivent des choses. Il y avait quelqu'un qui a écrit, ça c'est une écriture qui avait dit que quand vous finissez d'être en toilette, il faut flusher 2 fois parce que les cuisines sont loin. Donc, c'est comme pour dire que la qualité de la nourriture n'est pas bonne. Ouais. Bon, ça c'est très difficile. Ouais. Tu as été... Dans les fois précédentes, la fois précédente que tu es venu sur les ondes de Théovox Actualité, tu avais mentionné qu'on t'avait forcé à mettre le masque ou le casque, le masque du crachoir. On a passé vite là-dessus quand tu es venu la dernière fois. Mais c'est quoi au juste le masque du crachoir? Anti-crachat. Anti-crachat. Oui. Et c'est quoi le masque anti-crachat? Et est-ce que tu as dû le reporter? Oui. On m'a remis le masque anti-crachat à quelques reprises. Bon, il y a le masque bleu du Covid, là, ouais. Mais le masque anti-crachat, en réalité, il est mis à des détenus qui sont violents et dangereux. Parce qu'il y a des détenus qui, même si on les met les menottes et tout, ils peuvent cracher sur les agents. C'est-à-dire juste une façon de manifester leur désapprobation. Oui, et pour certains aussi, c'est-à-dire que parfois, quelqu'un peut être, comment dirais-je, condamné pour 20 ans, 25 ans de prison et tout, un peu comme il s'en fout. Ouais. Donc, même quand on le menotte, tout, donc on le met un masque anti-crachat, un peu comme une sorte de... C'est vraiment, ça couvre le visage et tout. Donc, certains me disaient, OK, comme tu refuses le masque Covid, celui-ci, ce n'est pas le masque Covid, on va te le mettre quand même. Mais en même temps, c'est un sévice, c'est une... Ouais. Et j'étais menotté quand je me déplaçais, mais généralement, les gens qu'on menotte, ce sont des prisonniers qui sont dangereux. Mais ils me menottaient parce qu'ils ne voulaient pas que j'enlève le masque. Parce que si, je leur ai clairement dit que si mes mains sont libres, je vais enlever le masque. Et je le faisais. Donc... Est-ce que cette fois-ci, on t'a traité correctement en prison? Qu'est-ce qui s'est passé exactement en prison? Est-ce que tu as vécu des sévices, des traumatismes? J'ai été à la prison de Bordeaux jusqu'au 25 avril. Et du 25 avril au 28 avril, j'ai été à la prison de Trois-Rivières. Et ensuite, le 28, on m'a ramené à la prison de Bordeaux jusqu'au 9 mai.
Donc, tout le temps que j'ai passé à Bordeaux, j'ai été traité comme les autres prisonniers. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des... J'ai l'impression que j'ai quand même été lésé sur certains aspects parce qu'il y a des cantines en prison. Parfois, je commandais des cantines, je ne recevais pas des cantines, alors que les autres détenus recevaient des cantines. Donc, il y a quand même... J'ai été lésé sur certains points. Et il y avait aussi au niveau du téléphone. Parce que toutes les 2 semaines, quand tu es en prison, la prison donne comme un code et tu peux appeler et ils mettent $15. Ça, j'ai aussi eu un problème avec ça. Mais de façon globale, quand même, quand je regarde le traitement global, si j'enlève ces cas, j'ai quand même été traité un peu comme d'autres prisonniers, globalement. Est-ce qu'on te fait pire que de mettre le masque anti-crachat? C'est quoi la chose à pire que tu as vécu? OK. Le masque anti-crachat, quand même, il me le mettait parce que je refusais le masque. Mais une des choses qui s'est passée quand même de façon spéciale, c'est à Trois-Rivières. Donc, quand on m'a amené à la prison de Trois-Rivières, j'ai refusé de faire le test COVID. Parce que tu arrives, on te fait un test COVID dans tes classes. Mais j'ai remarqué que dès que j'ai refusé le test COVID, l'ambiance quand même a changé. Donc, ils m'ont gardé comme dans une cellule qui n'est pas... Parce que la cellule où tu passes le temps, tu as un lit, tu as un matelas, mais là-bas, tu n'as pas de lit. Donc, j'ai passé le temps là, c'est un peu comme une cellule d'un poste de police. Ils m'ont donné un matelas pour que je passe la nuit avec des draps. Le lendemain, mardi, le 26, j'ai passé encore un bon moment là. Et puis, vers la soirée, ils m'ont mis dans une autre cellule d'isolement. J'ai demandé si je pouvais avoir un bain. Ils m'ont dit non. Pas de brosse à dents, rien, dans des conditions vraiment... et ça, c'est le mardi, mais je n'en ai pas fait un cas parce que je me suis dit, le 27, c'était mon procès. Et donc, j'ai laissé ça comme ça. Et le gardien même à qui j'ai demandé est-ce que je pouvais avoir un bain, il m'a dit non, que c'est ma faute parce que si j'avais accepté le test, les choses auraient été différentes. Mais sauf que le 27, quand on s'en va au palais de justice, et ça, c'est aussi l'un des points qui était important, c'est que j'ai refusé le test COVID. Et quand les agents viennent, les autres agents sont normalement habillés, mais il y a l'agent qui est le plus en contact avec moi. Il porte un genre de... Il porte un truc bleu, là, très léger au-dessus de lui. Ça, c'est pour dire qu'il se protège de moi. Parce que comme j'ai refusé le test COVID, je suis considéré comme positif. Mais là, il faut qu'on remarque que je suis quelqu'un qui vient de Bordeaux, de la prison de Bordeaux. J'étais mélangé aux autres prisonniers. J'ai été déplacé par des agents qui étaient en contact avec moi normalement. Mais à partir du moment où je refuse le test COVID, je suis devenu dangereux. Alors que je suis en contact avec eux dans tout ce moment-là. Ils me font des fouilles à nu, ils m'arrêtent, mais dès que je refuse le test COVID, l'agent qui doit s'approcher de moi c'est tellement ridicule. Et puis, le 27, le matin, il m'amène au palais de justice et ils me mettent dans une cellule. Je suis au palais de justice, donc je me suis déplacé avec eux, je suis là. Je vois les agents venir. Je pense que normalement, ils me prennent de la cellule pour m'amener dans la salle de procès. Mais sauf qu'ils m'apportent un téléphone et je suis en train de discuter avec une juge qui me dit que comme je refuse le test et je refuse le masque, il faut que je lui donne mon approbation pour qu'on me ramène à la prison pour que j'aille suivre mon procès en visioconférence. C'est là où je lui ai dit que, mais quel est le problème? Je suis déjà arrivé ici. Quel est le danger que je représente pour entrer à la salle de procès? Et elle a le pouvoir de donner l'ordre que je suive mon procès en visio. Le procès de Shawinigan et d'autres, j'étais en visio, on ne m'avait jamais demandé mon approbation. C'est pour ça que si c'était mon approbation, moi, je voulais être à la salle de procès parce que j'estime que tout ce qu'ils appellent test et tout ça, ça n'a aucune valeur pour moi. Donc, je veux, si c'est mon approbation, je refuse. Et elle m'a clairement dit que j'ai 2 options. Soit j'accepte le test, soit j'accepte qu'on me ramène à la prison, soit ma détention va être prolongée de quelques jours. Je lui ai dit, vous voulez donc que je vous donne mon approbation pour qu'on me renvoie à la prison où je ne veux pas aller. Donc, non, parce que c'était si je refuse de faire en visio à la prison, elle va donner l'ordre qu'on me renvoie et on me détienne encore longtemps. Donc, si je refuse d'aller en prison, faire mon procès en visioconférence, elle va donner l'ordre qu'on me ramène en prison pour des jours supplémentaires. Dans mon esprit, c'était que si elle a ce pouvoir, pourquoi elle ne donne donc pas l'ordre que j'aille sans mon approbation? Parce que je ne pouvais pas donner mon approbation pour ça. Je ne pense pas que le COVID est une raison valable pour me
privé d'un procès en présentiel. Après, cette petite, elle a dit que non, elle a pris sa décision. Nous sommes le 27 avril. Elle a donc dit que mon procès est reporté jusqu'au 9 mai. Ça correspondait à 12 jours supplémentaires de détention. Sauf que c'est à ce moment que les choses ont changé dans mon esprit. Parce que je me suis dit, j'étais détenu. On a voulu me donner des conditions que j'ai refusées parce qu'il n'était pas question que je sorte de prison pour être en prison à la maison en me disant que tu ne dois pas manifester, tu ne dois pas faire de promotion. Il n'en était pas question. Mais là, la détention du 27 avril au 9 mai était due au fait que j'ai refusé le test. C'est-à-dire, c'est ça la raison. Donc, quand on me ramène donc à la prison de Trois-Rivières et dans les conditions qui étaient là, j'ai donc décidé que je ne mange plus. Et je n'ai pas pris le repas le mercredi soir, le jeudi, et le jeudi, toute la journée, je n'ai pas mangé. Ils ont décidé de me transférer de prison. C'est là où je leur ai dit, je ne sais pas que je refuse le transfert, mais je veux maintenant. Je n'ai jamais voulu parler à un avocat, mais je veux parler à un avocat pour qu'il me donne mes droits, juste mes droits, c'est ce que je veux. Ils sont venus, ils m'ont dit, je dis non, je veux parler à un avocat. Ils me disent qu'on te transfère. Et les gens qui venaient, parce qu'ils voyaient que je voulais d'abord parler à un avocat, il y a 3 agents costauds qui sont venus avec la petite combinaison bleue, comme pour me transporter de force. Mais je leur ai dit que non, moi je veux d'abord parler à un avocat. Et puis il y a à peu près 4 jeunes agents qui sont venus. Cette fois-là, ils n'avaient plus de combinaison bleue parce qu'ils s'étaient venus maintenant pour la bagarre. Mais quand je les ai vus, je me suis couché sur mon lit. Je leur ai dit, je veux parler à un avocat. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai subi. Ils m'ont transporté, tordu les bras, mis les menottes. Ils me portaient. Je leur ai dit, je veux parler à un avocat. Donc quand ils m'ont soulevé du lit, ils voulaient me lâcher pour que je marche. Je leur ai dit, non, je veux parler à un avocat. Donc ils me transportaient, marche et tout. En fait, ils m'ont tiré. Ils m'ont mis des menottes aux bras et aux pieds. Et ils ont ajouté une chose là. Ils ont mis encore une sorte de chaîne entre les bras et les pieds qui faisait que je ne pouvais pas me tenir droit. Donc j'étais là, mes habits se baissaient, c'était humiliant. Et ils me tiraient, c'est-à-dire qu'ils m'ont tiré au sol. Et ça, nous sommes le jeudi, on m'amène à Bordeaux. Donc ils me ramènent à Bordeaux maintenant. Et arrivé à Bordeaux, le soir, j'ai continué, j'ai dit je ne mange pas. Le vendredi, j'ai continué. J'ai dit non, je ne peux pas manger. Il y a des choses qui se sont passées là. Et je veux porter plainte à la prison de Trois-Rivières. Et non seulement ça, je voulais aussi que le palais de justice, parce que je voulais attaquer la santé publique. Parce que la santé publique la juge m'a dit qu'elle fait respecter la loi. Donc, à cause du test Covid, j'ai eu 12 jours de détention supplémentaires. C'est-à-dire que je ne compte même pas ce qui s'est passé avant. Mais ces 12 jours-là, il faut qu'on me démontre la fiabilité du test. Est-ce que ça détecte vraiment le Covid ou bien ça détecte les réactions au Covid? Est-ce que c'est explicite au Covid? Quel est le danger que je représente et je pars à la cour, ainsi de suite? Donc, cette plainte-là, je voulais que ça aille jusqu'à la santé publique pour qu'on me montre la science qui justifie le fait que je sois détenu 12 jours supplémentaires parce que je représente un danger. Donc, j'ai continué donc à ne pas manger. Ils semblaient ne pas vouloir m'écouter et tout. J'ai continué. Le dimanche, ils m'ont transféré, ils m'ont amené à l'infirmerie parce qu'une infirmière venait prendre ma glycémie et tout. J'ai dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Le lundi, finalement, ils ont envoyé un agent parce que j'ai appelé le 9, la police. J'ai quand même eu à voir. Pour toi, c'était vraiment une grève de nourriture et de boisson d'eau aussi, là. Non, pas de nourriture, pas d'eau. C'est ça que je dis. Ça fait que c'était une grève des deux, là. Une grève des deux, totale. J'ai fait 7 jours. C'est mercredi que j'ai encore mangé. C'est mercredi que j'ai pris un repas. Parce que le lundi, quand j'ai appelé la police m'a dit « Tu ne peux pas porter plainte parce que tu es détenu. Ça doit passer par un service de la prison. Donc finalement, lundi, le responsable du service est venu. Et il m'a dit qu'il a donc déposé une plainte à Trois-Rivières pour la prison. Et puis je lui ai dit « Ce n'est pas fini là. J'ai quelque chose aussi que je veux déposer contre ces 12 jours-là par rapport à la loi sur la santé publique parce qu'il faut qu'on m'explique le danger que je représentais pour me mettre en prison 12 jours supplémentaires. C'est alors que j'ai réussi à faire des appels et le mercredi, quand tout ce que je voulais a été réalisé, j'ai donc recommencé à manger. Wow. Y a-t-il des moments, François, où tu te dis je suis plus capable, je vais lâcher, je vais abandonner, je vais... Quand tu es détenu pendant plusieurs jours, il y a des moments où tu réfléchis, il y a des moments où tu penses.
Il y a des moments où tu essaies de faire le bilan. Tu dis, qu'est-ce qui m'a amené ici? Des remises en question. Des moments de remise en question. C'est clair qu'il y a beaucoup de moments de doute. Et après, tu as l'occasion comment dirais-je, de revenir et de te rendre compte que si ça avait recommencé, tu aurais eu la même trajectoire. Où tu as trouvé la force d'aller jusqu'au bout? Oui, j'ai passé beaucoup de moments de prière, j'ai passé beaucoup de moments d'étude de la parole. Et même quand j'étais en prison, je parlais des mesures sanitaires aux gens, mais à beaucoup de détenus, je leur parlais aussi de l'Évangile. C'était quelque chose qui était très, très... Présent? Oui, très, très présent. Comment les détenus te percevaient en prison? Beaucoup de détenus connaissaient pourquoi j'étais là. Beaucoup. Ils connaissaient pourquoi j'étais là. Et beaucoup de détenus même respectaient ma position. Il y avait une ou deux personnes parfois qui étaient vaccinées, mais la plupart me disaient, il n'en est pas question. Et en passant, j'ai eu des isolements où ils disaient, il y a un cas Covid, ils nous confinaient et ils disaient qu'ils vont tester. Ceux qui sont négatifs, ils vont les laisser se déplacer normalement. Ceux qui sont positifs, ils vont les mettre en isolement. Mais ceux qui refusent le test sont considérés comme positifs. Et je n'étais pas le seul. Il y a une fois, je crois, il y avait 2 ou 3 détenus qui sont venus avec moi en isolement parce qu'ils ont dit qu'eux aussi, ils refusent le test Covid. Wow, Ouais. wow. Donc, plusieurs détenus sont conscients et ils comprennent ce qui se passe. Est-ce que tu avais l'impression que les gens, quand on va au bout d'une conviction, puis on marche avec posture, puis droiture, parce qu'on sait que c'est la vérité, est-ce que tu penses que ton message, quand tu parlais de Jésus, était mieux reçu que si tu étais embarqué, par exemple, dans le narratif? Oui. Avant ça, je veux quand même te dire quelque chose. Oui. C'est que le premier ou le deuxième jour où je me retrouve, parce que j'ai fait 16 jours en isolement au début. 16. 16, oui. Et ensuite, on m'a envoyé dans une aile où je pouvais être en contact avec les autres prisonniers. Les cellules étaient pleines. Donc, il y a des cellules qui ont 2 lits, il y a une cellule qui ont une seule lit, donc pour une personne. Donc, je suis allé dans une cellule qui avait une place, mais il y avait déjà un détenu. Donc, je dormais à terre. Donc, on m'a donné un matelas où je dormais à terre. C'était une cellule à une place, mais on était 2. Le deuxième jour, je crois, une bagarre a éclaté dans l'aile, parce que ça arrive constamment après. C'est-à-dire, tu vois le sang couler. J'étais vraiment émerveillé. C'est-à-dire, ça commence comme un petit jeu. Tu vois, il y a et puis, les détenus n'ont pas le droit d'avoir des couteaux, des choses comme ça, mais ils s'en fabriquent et tout, et le sang coule et tout. Et dès que ça arrive comme ça, puisque les gardes voient des choses dans les caméras, ils arrivent en grand nombre avec des trucs, ils aspergent des choses pour essayer de contrôler tout. Et puis quand ils arrivent comme ça, ils donnent l'ordre de tout le monde rentre dans une cellule, même si ce n'est pas ta cellule. L'idée, tout le monde rentre, ils verrouillent tout. Et je suis rentré dans une cellule qui n'était pas ma cellule, la cellule la plus proche. Et quand je suis rentré, parce que j'hésitais d'abord que ce n'est pas ma cellule, et il y a un détenu qui m'a dit rentre. Et c'est lui qui m'a dit il faut que tu rentres là, reste calme, attends, parce que comme tu manifestes, on peut, si tu es mêlé à quelque chose encore ici, ils vont ajouter à ça. Pour dire qu'il comprend ce que Oui, ce que tu vivais. Il comprend pourquoi je suis en prison. La plupart comprenaient ça. Maintenant, en ce qui concerne la relation entre le fait que je me tenais ferme par rapport à la position par rapport au Covid et par rapport à ma foi, en tout cas, beaucoup m'écoutaient. Beaucoup m'écoutaient. Est-ce qu'ils connectaient ça toujours je discutais avec certains un à un, mais avec d'autres parfois quand on était en groupe. Parce que certains, je leur disais des choses, ils me posaient des questions directes là. Ils me posaient des questions directes et ils allaient, donc ils me posaient des questions spécifiques. Par exemple, il y a je lui parlais de Jésus et tout, il me posait des questions spécifiques. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Je lui ai dit, non, je ne fais pas, je ne fais pas ceci. Et il appelait les autres, il disait, regardez ce qu'il dit qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Ça me donnait l'occasion d'appeler, de parler de ces choses à un plus grand nombre de détenus. Wow. Mais je ne peux pas vraiment dire si le fait que les deux, je défendais, je me battais pour une cause, donnait peut-être plus de poids à l'autre. Je ne peux pas vraiment dire ça. Quelles étaient les conditions, François, que tu refusais pour ta liberté? Parce que tu as eu l'occasion de sortir avant le 3 mois. Je pouvais sortir le 24 janvier. Et c'était quoi les conditions que tu n'as pas voulu accepter? Tu dis non, moi, je ne peux pas accepter ça. La première chose, c'est que si je me retrouve enfermé là, c'est parce que
on m'a donné une condition de 300 mètres alors que je voulais poser une question à Logo et je n'ai rien fait de criminel. Ouais. Donc, me retrouver là, le juge m'a demandé, est-ce que si on te dit de ne pas être à 300 mètres de Logo, je dis non. Est-ce que si on te demande de ne pas aller aux manifestations, je lui dis c'est impossible. Est-ce que si on te demande de ne pas, de respecter la loi sur la santé publique, mais c'est contre ça que je suis, je ne peux pas respecter. Donc, il y a comme ça une série de conditions qui devaient faire que je devais sortir, mais je devais être en prison chez moi. Ouais. Donc, pour moi, il n'était pas question parce que je n'ai rien fait de mal. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair que je n'ai rien fait de mal. Et il n'était plus question que je commence à accumuler condition sur condition parce que je veux sortir. Et toutes ces conditions-là, c'est comme des mines autour de moi qui font que dès que tu fais un pas, ça explose. Par exemple, j'allais dans les écoles pour distribuer. Je le faisais ouvertement. Je filmais même les scènes. Et je parlais de vaccins aux enfants. Ils ont dit, on ne doit plus être à moins de 50 mètres. Et ensuite, quand tu t'en vas et tu prends une contravention, on essaie de rendre ça criminel. Donc, mon objectif, c'était que je ne voulais rien qui m'empêche de continuer à faire ce que je veux faire. M'opposer aux mesures sanitaires. Parce que si j'entre dans le métro sans masque, c'est une contravention. Ce n'est pas une accusation criminelle. Donc, il ne faut pas qu'on commence à me dire que... Parce que la condition qu'on peut donner, c'est qu'on me dit, tu dois porter un masque dans tous les endroits. Là, ça devient une condition au criminel. Donc, me donner la condition d'obéir à la loi sur la santé publique. Parce que quand tu ne portes pas le masque, tu ne respectes pas les mesures sanitaires, c'est comme si on t'a donné une contravention parce que tu as eu peut-être un excès de vitesse ou bien tu as parqué l'auto, tu ne devais pas parquer. Ce n'est pas quelque chose de criminel. Mais sauf que quand ça devient une condition de libération, si un policier me voit dans le métro sans masque, ce n'est plus une contravention de 1500 $. Il m'arrête et il m'amène en prison pour bris de conditions. Ça fait donc que commencer à accepter les conditions, c'est non seulement m'emprisonner et m'empêcher de contester. C'est pour ça que j'ai dit, ça ne sert à rien de sortir. Gardez-moi donc en prison. Parce que dès que vous me sortez de prison, je recommence à faire ce que j'ai fait. Il n'est pas question de se soumettre au mensonge. Ce n'est pas normal parce qu'ils sont en train de nous conduire dans un abattoir. Donc, ça veut dire que si tu te soumets, tu vas être à l'abattoir et être abattu. Mais si tu résistes, tu peux être abattu, mais tu as une chance de t'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être docile et aller à l'abattoir pour être abattu ou se donner une chance de résister avant? C'est pour ça que je dis non. Et le problème, c'est qu'au-delà même de tout, ce qu'ils disent ne tient pas une seule seconde scientifiquement. Ce qu'ils disent est rempli de contradictions, même pour la santé de l'intelligence. Il ne faut pas accepter ça. C'est-à-dire que accepter ce que le gouvernement et la santé publique disent, c'est dangereux même pour l'intelligence. Ce n'est pas normal parce qu'on est en train de détruire actuellement les enfants, on est en train de détruire la société. C'est pour ça qu'au moins, le minimum d'intégrité veut qu'on refuse et on ne se soumette pas à ça. Donc pour moi, il n'était pas question que j'accepte une quelconque condition. J'étais prêt à continuer à être en prison parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 tribunaux qui m'accusaient. Et chacun de ces... Montréal, par exemple, m'a arrêté. La date de procès, c'était le 2 mars. Si je n'avais que le procès de Montréal, comme j'ai été acquitté le 2 mars, j'étais libéré. Mais sauf que bien que j'étais libéré à Montréal, Joliette, j'étais détenu aussi à Joliette. Et le procès, c'était le 22 mars. Et même si après le procès de Joliette, j'étais acquitté, j'étais détenu par Trois-Rivières jusqu'au 27 avril. Shawinigan jusqu'au 21, Trois-Rivières jusqu'au 27. Mais entre-temps, j'ai eu des procès où il y avait des possibilités de remise en liberté. Liberté conditionnelle. Ouais. En liberté conditionnelle. Mais le problème, c'est que il n'était pas question pour moi d'accepter ça et de me retrouver dans une situation où je ne pouvais pas continuer à manifester et à proclamer ce que je... Aujourd'hui, tu es sous libération conditionnelle sans aucune condition. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que... OK, il y a une chose que je voulais dire que j'ai oublié, c'est important. C'est que le 22 et le 23 mars, il y a eu le procès à Joliette, mais le juge n'a pas donné le verdict. Il a dit que le verdict, c'est le 27 mai. Mais sauf qu'il y avait un procès de remise en liberté sous caution à Joliette. Et ils avaient dit qu'ils me remettaient en liberté avec les conditions qui m'avaient remis la liberté avant. C'est-à-dire que je ne devais pas aller au Canadian Tire de Joliette. Mais sauf que je m'attendais à ce qu'après si j'avais par exemple eu mon procès le 27 avril et que j'avais été par exemple acquitté,
et qu'on devait dire, OK, tu es libéré par rapport à Trois-Rivières, mais viens signer les conditions de Joliette pour sortir. J'aurais refusé et j'étais prêt à ça. Donc, dans mon esprit, je savais que j'étais prêt à une détention jusqu'au 27 mai. Ouais. Donc, parce qu'il n'était pas question. Mais ce qui s'est passé le 9 mai, c'est que pendant qu'on était en train le juge a décidé d'arrêter le procès pour continuer le 21 juin. Il m'a demandé, tu résides à quelle adresse? Je lui ai donné l'adresse. Il m'a demandé, est-ce que tu comptes déménager? Je lui ai dit non. Il m'a donc dit, OK, tu vas résider donc à cette adresse-là. Si tu veux déménager, tu écris à la cour. Et tu dois revenir au procès le 21 juin. C'est les seules conditions que tu as eues. Voilà ce qui s'est passé. Je me suis dit que, bon, je n'avais rien qui est... Dans tous les cas, qu'il y ait de conditions ou pas, je dois aller dans la cour. Qu'il y ait Covid ou pas, si tu ne représentes pas en cour, c'est outrage au tribunal. Exactement. Donc, j'ai donc accepté, j'ai signé ça parce que ça ne restreint rien. Déjà, aujourd'hui, j'étais à une manifestation. Et... Wow! Déjà. Quel est ton sentiment envers ceux qui ont été en prison comme toi et puis qu'eux ont signé? Je respecte avec des conditions qui les restreignent, contrairement à toi. Je pense que je n'ai pas envie d'être un donneur de leçons. Donc, je respecte leur position. Ils ont des choses qui les ont motivés à le faire. Donc, moi, je respecte ça totalement. Il y a un cheminement intérieur dans ce qu'on est en train de faire et vraiment, il y a des personnes que je connais qui ont accepté des conditions pour qui j'ai un profond respect. Donc, je ne peux pas commencer à entrer... non. Pour moi, je pense que je respecte. Je sais, par exemple, qu'il y avait, par exemple, pour les camionneurs, une dame qui avait 4 enfants. Donc, j'ai pu comprendre... oui, parce que, rappelons-le, toi, tu es célibataire aussi. Oui, je suis célibataire, sans enfants et tout. Donc, avis aux intéressés. Selon toi, François, en l'absence de justice ou en présence de mesures totalitaires imposées, qu'est-ce qui reste au peuple? S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Parce que je lisais même un psaume en prison qui disait que la justice et la paix sont le fondement de son trône. C'est-à-dire que, et même sur le plan humain, quand les gens n'ont pas le sentiment de justice, ça ne s'arrête. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai été, en tout cas, j'enseigne depuis que j'ai 23 ans, j'enseigne au Cameroun et ici au Québec. Dans une salle de classe, même quand le prof est sévère, mais si les étudiants ont le sentiment qu'il est juste, les choses sont normales. Si le professeur même est gentil et que les élèves ont le sentiment qu'il est injuste, ça crée un problème. Ouais. Ça se transfère dans toutes les sphères de la société. La justice est vraiment le fondement de la paix. Est-ce que tu penses qu'en l'absence de justice ou présence de mesures totalitaires imposées, la seule chose qui reste, c'est la désobéissance civile? C'est la seule chose qui reste, à mon avis. Pour moi, je pense que si la grande partie du peuple se dit non à ça, les mesures vont tomber naturellement. Je crois que c'est ce qui reste actuellement là. J'ai vu dernièrement une belle image du gouverneur de la Floride qui allait dans une école pour faire un discours. Et quand il entre dans la salle, il y avait plusieurs élèves et il y avait des élèves qui avaient mis le masque. Il est venu dire que mais vous arrêtez ce théâtre de Covid, enlevez tout ça et tout. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 élèves qui ont enlevé. Ouais. Mais je pense que ce qui arrive dans beaucoup d'États américains, c'est parce qu'une bonne partie de la population ont dit non, on ne veut pas. Et je pense que c'est très possible au Québec. Personnellement, je suis convaincu que si un grand nombre de personnes sortent pour désobéir, ça aura forcément un impact. Qu'est-ce que les policiers peuvent faire si 500 personnes entrent dans le métro sans masque? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont commencer à donner... Ils ne peuvent pas donner les contraventions à 500 personnes. Quand les policiers me donnent une contravention, ça prend généralement au moins 30 minutes. 500 personnes qui ne cassent pas, qui sont calmes. Les policiers ne pourront rien faire. Ils vont juste s'assurer que les choses se passent dans l'ordre et que les gens ressortent. Et moi, je pense que dans d'autres sphères de la société, ça devrait se passer comme ça. Moi, je rêve seulement d'un juge courageux qui ne va pas seulement dire qu'il acquitte quelqu'un ou l'autre, mais qui va attaquer directement les mesures sanitaires pour dire que la santé publique a porté les preuves de ce que vous êtes en train de dire, parce que vous êtes en train de brimer les droits et libertés. Ouais. À l'heure où on parle, il y a des gens qui sont renvoyés de Poste Canada, qui ont été mis en congé sans solde,
On dit actuellement que la seule mesure sanitaire qui reste, c'est le masque qui va tomber, qui est supposé tomber demain. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la seule mesure sanitaire. J'ai été détenu 12 jours supplémentaires à cause du test Covid. Il y a des gens qui sont obligés de faire 3 tests par semaine à l'heure où nous parlons. Ouais. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui ont été renvoyés de leur travail parce qu'ils ont refusé le vaccin Covid. Ouais. Ce n'est pas la seule mesure. Il y a même, j'écoutais à la radio où on parlait de croisières. Il y a des croisières. Pour faire partie de la croisière, il faut être vacciné. Donc, ce n'est pas vrai que le masque est la seule mesure qui reste. Ce n'est pas vrai. Non. Sans oublier toutes les choses qu'ils nous disent à la télé, nous avertissant qu'en septembre, du moins en automne, les choses vont revenir. La désobéissance civile, David-Henri Thoreau disait que lorsque l'injustice règne, la place du juste est en prison. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je crois que la désobéissance civile... Attends, je vais juste répéter parce que c'est puissant. David-Henri Thoreau disait que quand l'injustice règne, la place du juste est en prison. Est en prison. Donc, parce que le juste ne va pas être... Et puis moi, je disais à quelqu'un, je ne sais pas si je serais fier de ne pas avoir de casier judiciaire dans l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que ça veut dire que je suis un bon citoyen sans casier judiciaire dans l'Allemagne nazie. Ça veut dire que je respecte tout, je m'oppose. Toutes les lois contre les juifs, je me range derrière ça et ainsi de suite. Mais si j'étais en Allemagne nazie, je pense que j'aurais eu un casier judiciaire et envoyé un camp de concentration parce que je n'aurais pas trahi un juif. Je n'aurais pas accepté ça. Est-ce que toi qui as fait de la désobéissance civile et toi qui as une foi en Dieu, qui est un chrétien aussi, qui a des convictions, qui a de la posture, est-ce que tu penses que l'Église aurait dû aussi faire de la désobéissance civile? Moi, je pense que l'Église, de façon générale, n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Ça, c'est mon avis. Parce que la première chose, au moins, c'est que l'Église devait commencer par prier. Pas se soumettre totalement. Parce que j'ai eu à causer avec plusieurs pasteurs. Quand on est arrivé au passeport vaccinal, il y a des pasteurs qui m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que donc, dans l'Église, il était prêt à dire aux gens qui n'ont pas de vaccin de ne pas entrer dans son Église. C'est-à-dire que qui sont arrivés à ce niveau-là. À discriminer. Il y a des gens, des pasteurs celui qui n'avait pas le masque, qui était prêt à ne pas entrer à l'église. Si tu n'étais pas prêt à respecter les mesures sanitaires, ça ne correspond à aucun verset sur l'amour fraternel. Ça ne correspond à aucun texte de la parole. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un à un moment donné, parce qu'à un moment donné de la crise, tu ne pouvais même pas aller rendre visite à ta mère sans avoir l'autorisation. Écoute, pardonne-moi, il y a même un verset qui dit que, puis c'est stipulé, Jésus alla chez Simon le lépreux. Absolument. Il n'a pas mis un sou d'astronaute pour y aller, il n'a pas... puis pour qu'on prenne le temps dans ce verset-là de dire Simon le lépreux, c'est qu'il était lépreux encore. Oui. Puis ça n'a pas empêché Jésus de rentrer. Absolument. Sans aucune restriction, sans aucune exigence. J'ai envie de dire quand même quelque chose sur ce point. Il y a par exemple une maladie comme Ebola, qui est une maladie qui tue. On voit les effets. Je disais un jour à un policier que si j'arrive dans un village et on me dit que dans cette maison, quelqu'un a Ebola, est-ce que tu rentres? J'ai dit au policier que je vais un peu hésiter. J'ai dit au policier, en fait, Ebola a quand même des effets et tout. Je ne refuse pas l'aspect que la science peut nous apporter des choses précises. Et on dit par exemple qu'un médecin va entrer là-bas avec telle combinaison et tout. Si quelqu'un enfreignait les règles qui étaient désignées pour se protéger contre Ebola, les effets étaient immédiats. On les voyait parce que c'est arrivé que quelqu'un mourait de suite d'Ebola. Pendant son enterrement, certains villages, dans les traditions, ils touchent le corps. Et tous les gens qui ont touché le corps sont contaminés et meurent quelques temps après. Mais sauf que ce qui se passe avec le Covid, c'est qu'on a besoin de discuter pour savoir s'il y a pandémie. Et moi, je disais à quelqu'un que s'il y a une inondation à Montréal, il n'y aura pas un débat pour savoir s'il y a une inondation. S'il y a une éruption volcanique, il n'y aura pas un débat pour savoir s'il y a une éruption volcanique. Mais quand il faut déjà discuter et débattre pour savoir s'il y a pandémie, il n'y a pas pandémie. Parce que ça ne devait pas... Quand il y avait des pandémies dans le passé... C'était évident, on ramassait les morts à appel. Absolument. Une armée de 50 000 soldats traversait, ils arrivaient quelque part, ils buvaient une eau impropre. Le lendemain, tu vois des gaillards formés pour une vie difficile. Le matin, 5 000 ne peuvent pas se réveiller.
Le lendemain, 3000 ne peuvent pas se réveiller. Ils vomissent et tout. Je veux dire, tu n'avais pas besoin d'être spécialiste ou médecin pour savoir que quelque chose ne va pas. Et tu fais attention à toi-même. Quand il y avait des pestes et qu'une maman prenait le corps de son enfant et le jetait, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui... Ce n'était pas l'objet d'un débat. Dans le cas maintenant du Covid, tout un débat arrive, les gens ont peur. À partir de ce moment-là, moi, en tant que chrétien, je vois d'abord que les mesures n'ont aucun sens. Je ne vais donc pas laisser la peur me submerger. Et à partir de ce moment-là, je vais manifester l'amour fraternel. Même si c'était Ebola, je trouverais un moyen pour manifester l'amour fraternel. Encore pire maintenant pour quelque chose qui est basé sur un tissu de mensonges. Donc je pense que l'Église, quand même, a raté l'occasion. Moi, je crois que les pasteurs ne devaient jamais fermer l'Église. Les pasteurs devaient clairement désobéir. Et l'autorité morale qu'ils ont, ils devaient attirer l'attention du gouvernement sur tous les dommages que c'est en train de causer à la société. Parce que les pasteurs ont quand même une autorité morale. Et moi, je pense qu'il y a juste eu un intermède maintenant dû aux élections. Et moi, je pense qu'il est temps que les pasteurs rassemblent leur courage pour les événements qui arrivent. Et il faut qu'on soit prêt à désobéir. Et pour moi, généralement, quand on fait une action de désobéissance civile comme défier le couvre-feu, et on est 75, et qu'il y a 150 policiers, ils ont largement le temps pour nous donner les contraventions. Mais si on est 5000, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si les églises commencent à ouvrir entièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, et moi, je crois que l'Église doit... Il y a par exemple un groupe uni pour les sans-abri qui n'est pas relié à une église, bien sûr, mais qui sert la nourriture aux sans-abri sans respecter les mesures sanitaires et dans la joie. Et je tire un chapeau déjà à ceux qui le font. Mais je pense que l'Église devait plutôt être en avant-garde des actions comme ça. Il fallait que nous, on manifeste l'amour, que nous, on rende visite aux personnes âgées et qu'on montre que ce n'est pas en les isolant qu'on leur fait du bien. Parce que les personnes âgées, le rapport de la vérificatrice de la protectrice des citoyens dit clairement qu'ils ne sont pas morts de Covid, mais ils sont morts de maltraitance. Donc il était important que l'Église soit à l'avant-garde de la désobéissance parce que la règle qui était donnée, c'était qu'il était devenu interdit d'aimer, à moins qu'on aime à distance. Mais l'Église avait l'occasion de dire qu'une loi qui interdit l'amour, nous on s'oppose à ça. Et nous avons décidé d'aimer et pas à distance. Absolument. François, dernière question en terminant. Merci beaucoup pour ta générosité. En 30 secondes, si c'était à recommencer, repasserais-tu à travers tout ce que tu as vécu? Je crois que je suivrais la même trajectoire avec toutes les données qui étaient là. Je pense que je suivrais la même trajectoire et je me retrouvais à l'endroit où je suis actuellement. Donc, c'est le temps de tenir debout. C'est le temps, pour moi, nous sommes en train de passer quand même une heure. Tu as parlé tout à l'heure avec Sylvain du réchauffement climatique. Il y a d'autres choses qui sont en train de venir. Et dernièrement, Bill Gates parle déjà de la prochaine pandémie. Et il avait même déjà dit avant que ce qu'on vit actuellement, il appelle ça pandémie 1. Il avait dit ça, I call it pandemic 1. There is pandemic 2 who is coming. Donc, si on se laisse faire, ça ne doit pas marcher. Donc, il faut qu'on se tienne debout et on reste ferme. Donc, présentement, on vit un simple sursis. En fait, Bill Gates a clairement dit que pandémie 2 arrive. Oui, c'est ça. Toi, c'est pandémie 1 actuellement. Merci beaucoup, François, pour ta générosité. Certainement, si les gens veulent... je sais que tu es sorti de prison, je sais que tu es mal à l'aise, mais si les gens veulent te supporter parce que tu es sans emploi présentement quand même, pour pouvoir t'aider, on peut toujours passer par Pascal Bill sur Facebook. Puis si les gens se demandent comment, ils peuvent toujours nous contacter et on va les aiguiller à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci Jean-François Denis. On ne lâche pas, en tout cas, la vérité. Je disais aujourd'hui que le mensonge a une date de péremption. Oui, j'ai vu ça. C'était une très belle pensée. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Wow, quel témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais un genre de témoignage comme ça m'énergise. Ça met du gaz dans mon réservoir à essence pour suivre cet exemple-là, de se tenir debout. On a l'exemple ici, à travers François, d'un homme qui se tient avec posture pour ses convictions. Vous savez, un vrai leader, c'est ça. C'est pas un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui fait du clientélisme pour aller chercher le pouls de la majorité de la population. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui se tient debout, avec posture pour ses convictions.